Mesdames et messieurs, chers compatriotes du Congo, de la République du Congo, je vous salue. Je suis Georges Goma. Je pense que beaucoup d'entre vous avez pris l'habitude de me voir avec les autres aussi parler du Congo, notre pays que nous aimons plus que tout au monde. Mais un pays, comme vous le savez très bien, qui est un pays galvaudé, un pays déchiré, un pays outré par une gouvernance de bientôt un demi-siècle bien compté. Parce que si M. Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir en 1979, tout le monde sait, au moins les gens de ma génération ou bien les générations au-dessus de la mienne, savent très bien que M. Denis Sassou Nguesso est dans les sphères du pouvoir depuis bien longtemps. Je crois que c'est en 1975 qu'il est devenu le ministre de la Défense et en charge des services secrets, ce qui est un poste très, très, très sensible, même situé au sommet de l'État, puisque finalement, ce qui est arrivé en 1979, en fait, le centre névralgique de tout ce qui s'est passé autour de la mort de Marien Ngouabi, eh bien, ce centre névralgique était, n'est-ce pas, dirigé et manipulé par M. Denis Sassou Nguesso. Je prends la parole cette fois-ci encore, tout simplement parce que il y a une opération qui est toujours en cours, l'opération de la DGSP, c'est-à-dire ce corps de l'armée qui est affecté en fait, à la sécurité du président de la République, c'est-à-dire de M. Denis Sassou Nguesso. Cette opération qui a été déclenchée, je pense, au mois d'octobre 2025, que beaucoup, malheureusement, beaucoup de Congolais applaudissent. On peut comprendre dans un premier temps que les Congolais puissent applaudir, n'est-ce pas, cette opération, parce que les jeunes dont il est question, c'est-à-dire les Koulouna ou les bébés noirs, cette bande de jeunes criminels désœuvrés, il faut le dire de cette manière aussi, c'est une bande de jeunes déscolarisés, désœuvrés, oisifs. Et nous l'avons dit et nous l'avons redit encore, que l'émergence, n'est-ce pas, de ces jeunes n'est pas à détacher, n'est-ce pas, de l'agir politique au Congo-Brazzaville. Les personnes qui font l'impasse sur l'effort de chercher à comprendre comment est-ce que ces jeunes bandits, ces jeunes criminels sont nés, ils font une grave erreur. Et on ne peut pas se le permettre. Les bébés noirs ne sont pas le fruit d'une génération spontanée. C'est le résultat d'un agir politique, d'un calcul politique, des tractations politiques que l'on sait très bien qu'au Congo-Brazzaville, ces tractations politiques ont pour finalité simplement la conservation du pouvoir par tous les moyens. Par tous les moyens. Un pouvoir acquis par les moyens que nous connaissons également par de la violence militaire et par de la violence politique qui a arrêté net en fait, la transition démocratique que nous avons, n'est-ce pas, engagée au Congo-Brazzaville. Il y a une autre chose également que je voudrais dire à l'endroit des personnes qui applaudissent, n'est-ce pas, cette opération de la DGSP, c'est de leur dire ceci, que la raison pour laquelle cette opération a été déclenchée, ce n'est pas tant, n'est-ce pas, la sécurité de la population congolaise, le souci, n'est-ce pas, de l'état d'insécurité dans lequel les Congolais sont plongés. Pourquoi je le dis? Mais je le dis parce que ces bandes
criminalisés existent depuis plus de 10 ans, depuis plus d'une décennie, sinon plus encore. On le sait très bien. Ces jeunes ont prospéré dans les grandes villes du Congo, au su et au vu des institutions régaliennes dont l'État seul a le monopole de la violence, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, y compris d'autres corps également. La Constitution est bien claire là-dessus. Ne me sortez pas les histoires comme quoi on a pris tout dernièrement un arrêté, Sassou a pris un arrêté pour dire que la garde républicaine ou bien la garde présidentielle avait aussi, n'est-ce pas, la légitimité de faire des opérations de sécurité publique. Ça, vous ne me le ferez pas avaler. Ça, c'est de la sornette, c'est du stratagème, comme on sait que ce régime en place au Congo-Brazzaville a la magie et le secret de la manipulation. Ça, je ne prends pas ça en ligne de compte. Mais je voulais simplement dire aux gens qui applaudissent cette opération qu'on peut comprendre dans une certaine mesure parce que les populations, n'est-ce pas, sont dans l'insécurité et ça, on ne l'accepte pas et nous l'avons encore dit, nous l'avons toujours dit, que c'est condamnable ce que ces jeunes font. Mais dans un état de droit, dans un état de droit, ces comportements juvéniles, il y a tout un algorithme qui existe, n'est-ce pas, pour résumer, n'est-ce pas, de telles situations en tant que telles. Il y a d'autres pays qui s'en font face à cette criminalité juvénile. Mais il y a une démarche qui est bien claire et nette, n'est-ce pas, pour reprendre ces jeunes, les présenter à la justice. Ça, on l'a dit et on l'a redit. Et mettre en place toute une démarche, tout un système de réhabilitation de ces jeunes-là. Vous voyez? Et ça, de toutes les façons, nous nous accrochons, n'est-ce pas, à ces éléments, à ces déterminants qui permettent à un État qui se respecte de régler ce genre de criminalité juvénile. Donc le Congo n'a pas seul le monopole ni l'apanage. Vous voyez? Donc, ces jeunes ont prospéré dans les villes du Congo-Brazzaville au su et au vu de M. Denis Sassou Nguesso qui les a tolérés. Et quand nous disons également que le premier criminel, le premier bébé noir, c'est M. Denis Sassou Nguesso et nous ne badinons pas là-dessus. Et puis nous ne faisons pas ça simplement pour nous amuser. Parce que les analystes les plus abouties comprendront très bien dans quelle mesure M. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. C'est une violence inouïe, c'est une criminalité aussi en bonne et due forme parce que M. Denis Sassou Nguesso est venu attenter à un système démocratique qui était bien installé, qui n'était pas complètement installé, mais c'est un processus d'installation, n'est-ce pas, des institutions démocratiques. Donc ça, quand même aussi, il ne faut pas que les gens prennent la parole pour lancer des arguments à l'emporte-pièce, insulter la diaspora ou toutes les personnes qui ne sont pas d'accord par rapport à ce qui se passe, tout simplement parce qu'ils se basent sur rien. Pour bien comprendre ce qui se passe dans un pays, n'est-ce pas, une vue historique est tout à fait importante et bien voir un peu au cours de cette évolution historique quels sont les moments forts qui ont marqué, n'est-ce pas, la vie politique au Congo-Brazzaville et quels sont les événements qui ont marqué ces temporalités-là, cette historicité, pour comprendre l'impact de ces événements-là sur la vie que nous vivons aujourd'hui en tant que telle. Donc, une fois de plus, l'opération de la DGSP n'a pas pour essence de vouloir réinstaller la sécurité dans les quartiers de Brazzaville, là où la sécurité s'est installée du fait de ces bébés noirs, parce qu'on ne peut pas avoir attendu plus de 10 ans pour prendre les résolutions telles qu'ils sont de prendre aujourd'hui. Un autre élément qui ne vous a pas échappé, certainement, c'est de comprendre que finalement, l'opération a été déclenchée parce qu'il y a eu un événement. L'événement, c'est l'assassinat
d'une personne qui appartient au régime en tant que tel. Je ne me rappelle plus de son nom, ce n'est pas mon affaire, mais M. Obambi, je pense que c'est un certain M. Obambi. Vous voyez? Donc, si un État laisse passer plus de 10 ans à voir prospérer ce banditisme, et aussi, il y a un autre élément quand même que tous les Congolais connaissent très bien, ce sont les flicotages entre les agents de la police ou de la gendarmerie et ces bébés noirs. Là, il y a un certain Morgan qui se pavane dans Paris et qui a dit clairement, évidemment, qu'il était en contact avec ces bébés noirs-là. Et les éléments de la police, on sait très bien un peu ce ramassis de jeunes qu'on a mis dans les corps d'un État et qui, voilà comment l'État est en train de fonctionner. Donc, s'il n'y avait pas, n'est-ce pas, on n'avait pas apporté atteinte à la vie physique, n'est-ce pas, de M. Obambi, il n'y aurait pas cette opération de la DGSP, finalement, si on essaie de mettre les idées bout à bout pour comprendre un peu cette supercherie qui est en train de se développer tranquillement devant les Congolais qui regardent comme ça là et qui vont jusqu'à applaudir ce qui est en train de se faire. Mais maintenant, comment peut-on comprendre sincèrement? Regardons un peu ce qui se passe dans le monde entier. Trouvez-moi un pays ou un État digne de ce nom. Même si les enfants ont fait des bêtises très, très graves, et qui achète des balles et loger une balle dans la tête. Mais moralement, ça m'effraie. Moralement. Loger une balle dans la tête des jeunes désœuvrés, donc la responsabilité de ce désœuvrement, donc la responsabilité de déscolarisation, de cette déscolarisation, donc la responsabilité du fait qu'ils sont dans l'oisiveté, incombe à un État qui a échoué lamentablement à dresser un bon système éducatif de sorte que ces enfants-là puissent se former pour devenir des bons citoyens de demain. Un système qui a brisé le système sanitaire de sorte que la population congolaise, d'une manière générale, puisse se soigner. On peut multiplier, mais ce n'est pas l'objet. Aujourd'hui, nous aurons le temps de ressasser pour l'échec, n'est-ce pas, de ce régime au Congo-Brazzaville. Donc, nous le redisons. Nous comprenons très bien aussi les gens qui applaudissent n'est-ce pas, l'opération de la DGSP qui se fait en ce moment, mais nous continuons à dire, nous ne soutenons pas cette délinquance juvénile, il y a des mécanismes, il y a des processus institutionnels dans un État qui se respecte, qui existe, n'est-ce pas, pour rompre la circularité de ce banditisme qui se déroule dans nos quartiers de Pointe-Noire et de Brazzaville. Et vous voyez également aussi une autre incohérence incroyable qui va vous décider finalement de comprendre que vous vous êtes gouré complètement à applaudir cette opération, c'est que les finalités de la fameuse opération ne sont plus seulement ces bébés noirs, là, dont on disait qu'ils étaient des criminels quand on logeait les balles dans la tête en pleine ville devant la population, en laissant les corps comme ça pour créer de la terreur dans le cœur des Congolais. Vous voyez? Donc, vous comprenez très bien que ben, finalement, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'on voit sur le sillage, n'est-ce pas, du passage de ces criminels, de la DGSP, parce que c'est des criminels, il faut le dire clairement, c'est des criminels, c'est des criminels. Quand on fait ces opérations-là de façon extrajudiciaire, ce n'est plus un État qui se respecte. Ça, c'est un État criminel avec une violence criminelle qui sont exécutées sur les populations. Ils ne sont pas en train de rassurer les Congolais, ils sont en train de terroriser les Congolais. C'est la terreur, c'est un État terroriste. Il faut dire les mots. Ils ont utilisé ce mot terroriste à parler d'un Toumi qui est dans sa région de Pou là-bas, qui leur a même pas donné une petite gifle. On parle d'un Toumi qui était terroriste. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, c'est quoi? C'est l'expression la plus achevée du terrorisme. C'est un État criminel et terroriste qui est traumatisant. C'est du trauma qu'on enregistre au peuple congolais. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on enregistre ce trauma au peuple congolais qui ne vous a absolument rien fait, malgré le fait que le peuple soit assis sur un pays vraiment riche
La République du Congo est un pays très très riche, mais où passe cette richesse-là dans un pays qui depuis carrément les années 2000 qui se sont installés au pouvoir? Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait du Congo-Brazzaville? On a enlevé la dette beaucoup de fois, beaucoup de fois. Un pays qui produit du pétrole, un pays qui produit du bois, un pays qui est bougrement riche et qui continue à emprunter. Là, il paraît qu'ils sont encore empruntés, je ne sais pas combien de milliards. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est normal? Est-ce que c'est vraiment ces gens-là? Est-ce qu'il y a quelque chose dans leur tête ou bien s'il y a quelque chose dans leur tête, il faut savoir un peu la nature de ce qu'il y a dans leur tête. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays à qui on a enlevé la dette beaucoup, beaucoup de fois, un pays qui regorge, qui a eu beaucoup, beaucoup d'argent du pétrole, un pays et qui n'arrive pas à payer les salaires de ses fonctionnaires qui ne sont pas très, très nombreux, moins de 100 000, à peu près 60 à 70 000 fonctionnaires. Est-ce que vous pensez que vraiment que c'est un état normal là? C'est un état normal qu'on va continuer à applaudir? Et là, ils ont commencé encore leur papillonnage. Là. Ils sont en train de vadrouiller dans la République, déjà en campagne électorale. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Un mandat en plus, pourquoi faire avec cet échec incroyable, insoutenable? Vous voyez? Donc, vous comprenez très bien, je reviens encore sur les personnes, évidemment, qui nous taxent, qui nous critiquent pour renvoyer, n'est-ce pas, cette opération criminelle de M. Oboa et de son patron Denis Sassou Nguesso, pour leur dire ceci. Ce n'est plus seulement les Koulouna là qu'on maintenant on détruit, on voit, on brûle tout, on brûle. Qu'est-ce que les maisons ont à voir avec la criminalité des Koulouna? Il faut nous le dire. Qu'est-ce que les engins, les cyclomoteurs, que les jeunes à qui vous avez refusé complètement un horizon, un avenir, essaient de se débrouiller avec leurs propres moyens et vous venez casser, n'est-ce pas, ces moyens de locomotion, ces moyens de travail. Mais ça, c'est vraiment, je ne sais pas comment qualifier un peu un tel acte par un État. Hein? Ça, c'est de la méchanceté incroyable. C'est indigne de faire des choses comme ça. Vous affamez les jeunes. Vous leur obstruez un horizon. Ils deviennent des bandits de grand chemin. Et vous leur logez des balles dans la tête. Et quand ils essaient de se débrouiller à vivre, vous leur cassez leurs moyens de travail. Vous allez brûler les maisons, même les églises aussi. Aujourd'hui, on a vu un monsieur s'exprimer avec, sincèrement, un homme de Dieu à qui on est venu casser, n'est-ce pas, un lieu de culte qu'on pouvait respecter. Quand même, il me semble que M. Denis Sassou Nguesso semble avoir le respect un peu de ces lieux de culte en tant que tel, quand on voit un peu tout le poids ou la substance qu'il accorde, n'est-ce pas, à ces choses-là, non? On vient casser et personne ne dit rien, personne ne dit rien. Et voilà quelque chose qui se passe au niveau de la République. Mais on ne voit pas le Sénat se lever. On ne voit pas le Sénat se lever pour dire quelque chose sur ce qui se passe. On ne voit pas l'Assemblée nationale se lever pour dire quelque chose sur ce qui se passe. Mais Ngolo et Mvuba, vous faites quoi? C'est quoi votre travail finalement? C'est quoi votre travail finalement? Vous n'avez même pas honte de laisser faire des choses comme ça et être motus bouche cousue. Et puis, c'est pas tout. Mais attendez, les intellectuels, où est-ce que vous êtes aussi, les intellectuels? Ah, mais l'université Marien Ngouabi ou l'université de Kintélé. Mais il n'y a pas des hommes de science là pour se lever aussi, avoir le courage de dire que ce qui se fait là, c'est une chose vraiment amorale. La morale et où l'éthique et où comment des universitaires peuvent rester là, la bouche cousue, à voir qu'on est en train d'abattre des jeunes qui font l'avenir de ce pays, tout simplement parce qu'il y a le délit de sale gueule. Voilà le délit de sale gueule. Il paraît que les tatouages sont devenus l'élément par excellence, les cicatrices sont devenues l'élément par excellence de l'administration, de la preuve que voilà, une personne est un Koulouna.
Mais quand même aussi, vous avez vous-même aussi dit qu'il y a eu des bavures aussi. On est allé massacrer des gens qui n'avaient absolument rien à voir avec ce communisme-là. Et l'opération se continue. L'opération se continue. J'ai vu qu'il paraît qu'ils vont passer à Sibiti aussi. Ils vont passer dans les régions aussi. Le conseil qu'on donne aux gens, ben, c'est de ne pas, je ne sais même plus, j'ai vu une vidéo là-dessus, de ne pas parlementer, de ne pas fuir, de ne pas... mais mais franchement, mais c'est incroyable ce pays-là. Mais ce pays-là, il est complètement foutu. Là. Il n'existe plus. Il n'existe plus ce pays-là. Franchement. Il n'existe plus ce pays-là. Et ceux qui sont au pouvoir, je me demande, mais comment ils dorment le soir quand ils vont se coucher là? Comment ils dorment tranquilles avec une situation comme cela? Comment ils dorment tranquilles? Comment ils dorment tranquilles? Après presque 50 ans de pouvoir, c'est-à-dire on est là, décidé à tout détruire jusqu'à la fin, finalement. On ne peut pas se dire que non, mais attendez, ce qu'on a fait de ce pays-là, comme ils ont dit eux-mêmes, le jour où nos enfants sauront ce que nous avons fait de ce pays, ils auront pissé sur nos tombes, mais ils ont pris conscience de cela, mais ils continuent à faire la bêtise la plus insoutenable qu'on n'a jamais vue ailleurs dans le monde. Ça, c'est vraiment, c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Il y a de l'histoire est en train de s'écrire devant nos yeux aujourd'hui avec ce régime-là, un régime sans foi ni loi. Mais attends, ce qui les rend dans 50 ans, dans 60 ans, se dire, ah ben oui, mais ce régime-là était comme ça, le régime était comme ça, un peu comme ce qu'on voit avec l'hitlérisme et le fascisme aujourd'hui, qui sont des régimes qu'on tient en horreur. Et les gens, aujourd'hui, au lieu d'essayer de reprendre un peu les bêtises qu'ils ont commises au cours de cette histoire-là, ils sont acharnés, ils sont des acharnés du mal. Ça, c'était incroyable. C'est incroyable. Et là, tranquillement, voilà, les gens sont en train de crever de faim au Congo-Brazzaville. Ce jeune garçon-là, le Kiki ou le Kiki, là, franchement, et ils font des choses de la manière la plus désinvolte qui soit. Voilà, tranquillement, au-dessus de tout le monde, on pique l'argent du Congo pour aller construire des écoles dernier cri dans un autre pays. Et on le fait voir aux Congolais. Mais ça veut dire quoi de faire voir aux Congolais? C'est une façon d'insulter les Congolais. Et les Congolais, on crache. C'est des crachats qu'on lance sur les Congolais. Et les Congolais sont contents finalement de recevoir ces crachats-là en pleine figure. Alors moi, franchement, ça me fait quelque chose, sincèrement. Ça me fait quelque chose de voir que nous sommes arrivés à un tel degré d'inconscience, d'inhumanité, de bestialité, parce que c'est la bestialité que de recevoir ce genre de choses en pleine figure et de ne rien dire et d'aller jusqu'à applaudir celui qui vous insulte de la manière la plus franche qui soit. Ça, c'est un Congo que je ne reconnais plus, moi. C'est un Congo que je ne reconnais plus. Donc, pour apprendre à terminer, parce que, ben, écoutez, nous, on travaille, malgré là où nous sommes là, on n'a toujours pas le temps d'être, si on avait le temps, on serait là tous les jours, on vous adresserait tous les jours. Mais là, dans les pays organisés, nous travaillons tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, les compétences ou l'expertise qu'on aurait aimé, n'est-ce pas, mettre à la disposition de notre pays, eh bien, ça s'évapore ailleurs, là où ils sont déjà bien organisés, avec tout ce qu'il faut pour faire de la jeunesse vraiment le creuset de la société de demain, où tout est mis en place avec une direction générale de la jeunesse qui est dotée des moyens nécessaires et qui donne à chaque jeune, n'est-ce pas, la possibilité de s'épanouir en tant que tel. J'étais aux États-Unis là aussi. Pour ceux qui sont aux États-Unis, qui connaissent l'histoire des États-Unis, vous savez très bien qu'il y a un programme No Child Left Behind. No Child Left behind. Aucun enfant ne doit être oublié. Aucun enfant ne doit être laissé derrière. Tout est fait pour prendre soin
des droits de l'enfant et on protège la jeunesse. Et au Congo, c'est complètement le contraire. On détruit cette jeunesse, on effiloche cette jeunesse, on écrase cette jeunesse. Et quand cette jeunesse-là réagit également, eh bien, on leur loge une balle dans la tête au mépris des conventions internationales qui existent. Alors, je vais terminer quand même à appeler l'attention. Je sais que les Congolais se mobilisent partout à l'extérieur du pays, même à l'intérieur du pays, parce qu'à l'intérieur du pays, il y a quand même aussi une société civile qui est très, très, très courageuse, qui est très, très courageuse, qui, malgré, n'est-ce pas, la menace que représente la portée des canons de Denis Sassou Nguesso, les ordres de Staline, puisqu'il ne connaît que ce langage de la mort. Et puis, vous voyez aussi comment est-ce que la mort est devenue banalisée. Et c'est ça aussi qui me déchire le corps de voir comment est-ce que les Congolais célèbrent la mort dans Brazzaville. Ils jouissent même à voir qu'on est en train de tuer les jeunes dans Brazzaville. Alors là, c'est-à-dire que ben, M. Denis Sassou Nguesso a bien réussi, n'est-ce pas, de détruire même dans la conscience même des gens. Parce que voir un peuple qui applaudit là où les rues de Brazzaville sont transformées en abattoirs, et là, certaines personnes qui ont critiqué aussi quand nous avons dit que voilà, les rues de Brazzaville sont jonchées de cadavres, je pense qu'ils doivent se reprendre. Je pense qu'ils doivent se reprendre là-dessus pour voir que nous n'avons pas exagéré du tout et que ce que nous étions en train de dire était très, 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 très grave. Et s'il n'arrive pas à avoir ce recul-là pour bien comprendre que, écoutez, ce qu'on fait à Brazzaville, ce n'est pas tout simplement, oh les Koulouna, c'est toute une démarche politique, c'est toute une stratégie politique. Pourquoi est-ce que cela arrive à quelques mois seulement des élections présidentielles? Il paraît des élections présidentielles qu'ils vont encore, les élections présidentielles, ils savent comment ils le font, de toutes les façons. Mais malheureusement, ce peuple, mon peuple que je ne reconnais plus du tout, qui s'est couché tranquillement comme ça dans l'imbécilité et puis dans l'inintelligence de ne pas comprendre que non, ben écoutez, ce que les gens qui sont au pouvoir sont en train de faire, c'est insupportable et c'est pas du tout à leur avantage. Mais ils se couchent tranquillement dans cette dictée, se couchent tranquillement dans cette mélodie des ténèbres, il faut le dire de cette manière-là aussi. Et puis vous savez très bien aussi, il y a la suite dans les idées de ces gens-là. C'est de leur propre bouche qu'on a entendu, ah, le besoin du sang est vite arrivé. Le besoin du sang est vite arrivé. Mais vous comprenez très bien, ils sont férus, n'est-ce pas, de l'occultisme de toutes les façons. Vous voyez comme ils ont transformé la franc-maçonnerie, qui à l'origine était certainement une très très belle idée, mais voilà comment ils l'ont galvaudé, transfiguré de la manière la plus... je sais, il me manque même des mots justes pour pouvoir qualifier un peu ce type de conduite par rapport à ça. Donc le besoin du sang est vite arrivé, on va comprendre que ben, finalement c'est une demande, c'est une commande qui leur a été faite. Certainement aussi, je ne suis pas dans ces milieux-là, mais attends, avec la fulgurance de ce qui se passe, avec le caractère décomplexé de ce qu'ils sont en train de faire, on est tenté de croire que finalement, ils sont à la recherche du sang qu'on leur a demandé en logeant une balle dans la tête de chaque jeune qui trouve qu'il est un Koulouna alors qu'il ne l'est même pas. Ils le savent très bien qu'ils font des bavures. Ils font des bavures, ils continuent à le faire. En tant que tel, mais malgré les cris des gens, puisqu'on leur a fait la commande doit être livrée nécessairement. Donc, ils deviennent sourds, ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas voir, et ils ne disent pas non plus ce qui motive un peu leur comportement en tant que tel. Vous voyez, le besoin du sang est vite arrivé. Et regardez même les routes sur lesquelles ils ont construit des routes, ils n'en ont même pas construit. Mais toutes les morts, toutes les personnes qui meurent sur des routes de la façon la plus scandaleuse qui soit, mais si on va un peu dans cette perspective des sciences occultes, on comprend très bien que il y a que pouvoir ya menga ezali pouvoir ya makila lokola mamananga alubaka ezali pouvoir ya makila
Donc voilà, c'est clair et net. Mais quand est-ce que les Congolais doivent le comprendre? Quand est-ce que les Congolais doivent le comprendre pour mettre fin à un régime? Donc le but premier est de réduire tout le peuple congolais. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Mais en tout cas, comptez sur nous. Comptez sur nous parce que nous ne laisserons rien. Tant que nous serons vivants, bien sûr, tant que nous serons vivants, nous dénoncerons. Et parce que ça fait longtemps que nous dénonçons. Tout le temps qui a passé là, nous sommes en train de dénoncer parce qu'on avait bien vu ce qui s'est passé en 97. On était des témoins de ce qui s'est passé en 97. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui sont nés maintenant, après 97 ou autour de 97, qui sont devenus des personnes adultes, et puisqu'on leur a enlevé l'éducation, donc ils ne peuvent pas comprendre non plus aussi, puisqu'on leur a enlevé cette éducation-là. On leur a enlevé cette éducation, mais on va leur rappeler que M. Denis Sassou Nguesso, qui a été épargné par la conférence nationale souveraine qui a déterminé qu'il était responsable de plus de 3000 tueries et que normalement, si les gens étaient conséquents, eh bien, ils méritaient la peine de mort et nous n'aurons pas vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Mais les Congolais ont été magnanimes à cette époque-là. Ils lui ont laissé la vie sauve. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est remonté sur ses chevaux pour déranger, n'est-ce pas, le pouvoir de Pascal Lissouba qu'il avait obtenu démocratiquement pour la première fois au Congo-Brazzaville, un président jamais élu démocratiquement au Congo-Brazzaville. Et puis, il a beau se cacher, ils ont beau se cacher, mais les leurs sont délivrés là. Hein? Les leurs sont moignis de verre là. Il a dit clairement ce qu'ils faisaient, comment ils ont dérangé le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, le pouvoir de Pascal Lissouba par Denis Sassou Nguesso. Hein? Mais Okombi Saliso l'a dit également, c'est pourquoi il est en prison. Mais comment Tsuru, qu'on a massacré aussi en pleine ville comme ça, on sort les chars simplement pour une personne. Lui aussi l'a dit. Donc aujourd'hui, on ne peut plus continuer à se cacher des choses, à battre les gens qui disent la vérité, parce que cette vérité, elle est connue. Elle est connue, cette vérité-là. Vous voyez? Et Sassou Nguesso, après, quand il a échoué, tout ce qu'il a échoué là, avec tout ce qu'il voulait faire, il est venu s'asseoir en France ici. Il est venu s'asseoir en France pour préparer, n'est-ce pas, son coup d'État. Il est reparti avec des armes en tant que tel. Mais maintenant, pourquoi il évite que les autres aussi puissent s'armer pour machin? Donc, vous voyez très bien ce qui se passe au Congo-Brazzaville et que ces gens, c'est des grands menteurs, c'est des filous, c'est des voleurs. Il y a tous les mauvais qualificatifs qui, n'est-ce pas, sont valables pour, n'est-ce pas, caractériser un régime. Donc, les Congolais se souviendront, bon, ouais, historiquement, se souviendront que, ah, mais donc, il y a eu un calife au Congo-Brazzaville. Alors là, franchement, je ne sais pas, franchement, après ce calife-là, je ne sais pas ce qui va se passer après. Mais nous avons espoir que, après ce calife-là, son frère Ninois, un criminel de grand chemin, il faut le dire les choses en face, que c'est un criminel de grand chemin. Et ça, on le sait même au niveau international, tout le monde le sait, que c'est un criminel. Quand il se balade, se pavane partout, on lui dit des vérités également. Hein? On lui dit des vérités qu'il est un criminel. Je me rappelle encore de cette séquence avec Johnson, l'ancien Premier ministre britannique, qu'il voulait aller dire bonjour, pour aller corrompre, mais qui lui a ramassé d'une manière, il y a âge n'a été, quoi. C'est-à-dire qu'il a fallu que Macron puisse venir le tirer un peu de ce guépier où il voulait rentrer, n'est-ce pas? Donc voilà, nous ne désespérons pas et nous continuons à donner au peuple congolais, le peuple qui comprend quand même aussi, le peuple qui comprend, hein. Maintenant, pour les gens qui veulent, n'est-ce pas, se coucher dans l'imbécilité, qui ne veulent pas comprendre, y compris des personnes aussi quand même d'un certain niveau, quand même aussi qui vont dans le sens de soutenir ce que la DGSP est en train de faire, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais enfin, il faut que j'apprenne à m'arrêter. Ben voilà, c'était le petit temps que j'ai trouvé pour adresser les Congolais, pour leur dire que non, ben écoutez, fortifions-nous, n'est-ce pas, dans la noblesse, n'est-ce pas, des valeurs que nous défendons.
parce qu'il faut se défendre, il faut se défendre, il faut défendre la nation qui était filochée par un régime sans foi ni loi, comme je l'ai dit, un régime qui ne pense pas qu'à à dépouiller le pays et à réduire le pays comme ils semblent le faire aujourd'hui. Merci, c'était Georges Gouma. Nous sommes le 18 novembre 2025 et je vous fais cette adresse dans les Laurentides, à Mont-Laurier, dans les Laurentides, dans la belle province de Québec. Et nous nous retrouverons très, très bientôt autour d'une autre adresse. Voilà. Merci de m'avoir écouté et nous restons debout.